Alors, du coup, je suis allée regarder sur le site du StopFap pour voir un petit peu ton profil. Je vois donc que tu as commencé sur le site le 1er janvier 2021. Si, c'est cela. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton pseudo, ton âge, ton occupation? Pour commencer mon âge, j'ai 17 ans. Donc, comme tu l'as dit, je me suis inscrit en 2021 sur le site, sous le pseudo de SVP Je suis accro. Comme son nom l'indique, c'est parce que j'étais addict à la masturbation. Donc, je suis lycéen, actuellement je suis en première générale. Quelle est ton histoire avec le porno et la masturbation? Comment est-ce que ça a commencé en gros? Ça remonte, j'étais en sixième, je crois, où j'avais vu mon premier film X avec mon cousin. Jusque-là, rien de spécial. Et c'est en cinquième où j'avais vu vraiment mon porno, une vidéo. Et je me souviens, c'était une vidéo assez trash, donc pour pas citer les détails. J'avais senti quelque chose de spécial qui se passait en moi, du coup par réflexe, je m'étais masturbé. Bah voilà, pour moi c'était un truc incroyable, parce que je découvrais un peu ma sexualité. Et du coup, je suis vite tombé dans l'addiction, donc je suis vite passé à tous les jours, puis à 2 fois par jour, 3 fois, 4 fois. Et c'était vraiment... moi je trouvais ça normal, j'en parlais à l'école et tout. Pour nous c'était normal, et du coup, ouais, je suis vite tombé dans l'addiction. D'accord. Et quand est-ce que tu as compris qu'il y avait un problème? J'ai compris qu'il y avait un problème, c'était en 2020, je crois. Ouais, 2020. Été 2020, quand j'ai commencé un peu à regarder des vidéos, par exemple, de développement personnel et des choses comme ça. Et je me souviens, j'avais regardé Kylian Sensei, donc c'est une chaîne YouTube. Et dedans, il disait que bah, c'était pas normal de se masturber, c'était même bizarre. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah en vrai c'était un peu vrai, et que se masturber bah, c'était un peu bizarre de le faire en solo. Surtout que moi c'était vraiment compulsif, et je prenais même plus tant de plaisir que ça à le faire. Je l'ai même déjà fait en dehors de chez moi, par exemple quand j'étais invité et tout, et bah c'est là que je me suis rendu compte vraiment que c'était malsain. D'accord, donc c'était pile pendant le... Ouais, c'est ça, c'était cet été-là. Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette réalisation s'il n'y avait pas eu le... What? Ça n'a rien à voir, mais je demande par curiosité. Non, je pense pas. Et du coup, je voulais savoir si tu étais célibataire ou en couple. Actuellement, je suis célibataire. D'accord, parce que je demande ça parce que certaines personnes sont en couple ou bien mariées, et du coup, il y a des questions vis-à-vis de leur relation. Est-ce que le partenaire est au courant? Est-ce qu'il soutient, etc. C'est pour ça que je pose la question. Quand j'ai fait Oui. ma première vraie session de NoFap où j'avais vraiment réussi, au début je voulais pas me restreindre les relations sexuelles. Puis j'ai eu ma copine, et on était tous les deux partants pour faire notre première fois. Au début elle voulait pas, enfin elle hésitait. Du coup on l'a pas fait le premier jour, ni les quelques jours qu'on suivi. Et quand elle était prête à le faire, finalement j'ai pas voulu le faire, parce que j'étais dans une période vraiment rétention séminale. Et du coup, j'ai pas voulu aller plus loin, et elle comprenait. Bon, la relation s'est finie au bout d'un moment, mais pour les couples, il n'y a pas vraiment de problème, je pense. D'accord, donc tu faisais déjà un petit peu avant d'être avec elle, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Ouais, c'est ça. Je devais être à peut-être 30 jours d'abstinence avant d'être avec elle. T'as vraiment soutenu jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, elle était compréhensive. Et tu penses que si tu n'avais pas été en OFAP, ça aurait changé quelque chose à votre relation ou pas? Franchement, je sais pas. Elle tournait beaucoup autour du sexe, car de base, c'était ma meilleure amie. On avait juste prévu de le faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a réalisé qu'on était peut-être un peu plus qu'amis. Et du coup, de ne pas le faire, peut-être que ça a peut-être mis un frein dans la relation. Mais je pense pas que c'est nécessairement quelque chose qui stoppe. Est-ce que maintenant, si tu avais une occasion de te remettre avec quelqu'un, est-ce que tu le ferais et est-ce que tu en parlerais à nouveau? De la rétention séminale. Ouais. Dans l'actuel des choses, je pense pas. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'envie de me mettre en couple. Mais si je me mettrais en couple actuellement, non, je ferais plus de rétention séminale. Dans le futur, pourquoi pas. Peut-être si je vois que vraiment ça commence à repencher et tout, peut-être que je ferai de la rétention séminale quelques mois. Mais dans l'instant T, non. D'accord. Comment as-tu connu le site du StopFap? Alors c'était pas ce site-là exactement que j'ai entendu parler, mais c'était en regardant des vidéos qui parlaient, ou des témoignages qui parlaient de StopFap. J'ai appris qu'il y avait des communautés
autour de ce phénomène. Et du coup, j'avais tapé dans la barre de recherche des sites pour arrêter la FAP. Donc j'ai mis Stop FAP, mais sans nécessairement connaître le site. Et j'étais tombé dessus, du coup je m'étais inscrit sur le premier venu. Et voilà comment j'ai connu. Depuis que tu es inscrit, est-ce que tu fais uniquement le NoFap ou est-ce que tu fais le NoPorn aussi? Je me suis pas inscrit sur le NoPorn directement, mais c'est quelque chose que vraiment je supprime à vie. Et que c'est vraiment la chose que je veux plus jamais retourner dessus. Parce que je pensais pas forcément avoir une addiction au porn au début. Je pensais que c'était seulement à la masturbation. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui était porno et tout, j'étais peut-être tombé un peu dans l'addiction sans le vouloir. Tu as arrêté le porno d'en regarder quand à peu près? La dernière fois que j'ai regardé du porno, je pense c'était ma dernière rechute. Ça devait être il y a 3-4 mois. Et t'as jamais eu à nouveau, pas forcément d'envie, mais de pulsion Vis-à-vis du porno, non, pas vraiment. Plus dans le sens où, en fait, c'est pas nécessairement le porno que j'aime voir. Genre, je pourrais pas en regarder sans masturber. Mais plus que quand je regarde du porno, je suis plus excité, entre guillemets, et du coup, j'ai plus de sensations, plus dans ce sens-là. Mais du coup, ça inclurait de aussi arrêter, de recommencer la FAP. Parce que j'ai vu que sur les données du site, 67% des craquages sont dus à la visualisation de contenu pornographique en fait. Donc je pense honnêtement que si les gens arrêtaient de regarder du porno, 50% des gens ne penseraient même pas à se masturber en fait. Après c'est juste une théorie mais... Franchement je pense aussi, hein. Je pense qu'on supprime Instagram et qu'on bloque tous les sites porno en France, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de masturbation en tout cas. Du coup, j'ai une question qui rejoint un petit peu ce que je t'avais demandé à propos des relations amoureuses de ça, sauf que là, c'est plus centré sur la famille et les amis. Est-ce qu'ils sont au courant que tu fais le NoFap, est-ce que tu es en rétention séminale? Et est-ce qu'ils te soutiennent? Quand j'avais réussi à faire vraiment ma première grosse session de NoFap, en 2021, début 2021, j'en avais parlé à ma famille lors d'un repas normal, je l'avais énuméré. Je leur avais parlé de mon addiction donc à la masturbation, qui n'avait rien de drôle, donc je leur en ai parlé. Ils ont plutôt été compréhensifs. Mais après, j'en ai pas plus discuté de cela avec eux. Et mes amis, tous mes amis le savaient. Ils m'encourageaient, ils me soutenaient pas spécialement, ils comprenaient pas, ils rigolaient un peu, etc. Parce qu'on était assez jeunes, on était au collège. Même maintenant, quand ils repensent à ça, ils rigolent encore, entre guillemets. Et du coup, là, actuellement, non, je leur dis pas spécialement que je suis en rétention séminale. D'accord. Donc ta famille a été un petit peu plus à l'écoute que tes amis ensemble. C'est ça? Ouais, c'est ça. Après, j'en ai pas vraiment parlé avec ma famille. Je l'ai un peu énuméré, mais genre, on n'en a pas rediscuté. C'est déjà bien, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas du tout en parler, que ce soit à leur conjoint ou leurs parents, quoi. Donc, je me demande si c'est pas un problème d'éducation à la base, je suis pas sûre. Dans ma famille, il n'y a pas spécialement de tabou autour du sexe, on en parle assez librement, donc ouais, c'est cool. Mais t'as de la chance, parce que perso, moi j'étais élevée dans une famille où c'était... tout le monde était très pudique, donc tout ce qui est sexualité, tout ça, j'ai vraiment appris à l'école, quoi. Au début, j'avais une famille un peu plus pudique, mais plus les années avancent, et du coup, plus on commence un peu à parler de ça, et du coup, là, j'ai plus du tout une famille pudique. En tout cas, dans mon cercle de famille proche. Ça veut dire juste le modèle mère, beau-père, sœur, là c'est bien. Par contre, quand je m'éloigne un peu dans la famille un peu plus loin, ouais, on parle moins de ça. Ouais, parce que vous côtoyez moins, je pense, non? Ouais, sûrement. Puis j'ai une famille religieuse, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, effectivement. Ah, ça n'a rien à voir avec les questions que j'ai préparées pour toi, mais du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est Sigma? Sigma? Parce que je vois souvent, oui, alpha, bêta, sigma, je comprends pas trop. C'est comme si on hiérarchisait les profils d'hommes qu'il y avait. Donc alpha, c'est plus le meneur de la meute, comme pour les loups en fait. Le bêta, c'est plus le suiveur. Par exemple, les alphas, c'est plus les patrons
entre guillemets, et les bêta plus les employés. Et sigma, c'est plus les indépendants. D'accord. C'est plus ceux qui ils travaillent de leur côté, par exemple leur corps, leur business, leur façon d'être, etc. Donc c'est plus concentré sur le self-care en fait, c'est ça? Ceux qu'on considère comme sigma, c'est plus le modèle qu'aspire à devenir le développement personnel, par exemple. Bon, bah merci. Après, renseigne-toi quand même. Hein. Ouais, ben justement, parce que sur YouTube, des fois, je vois, quand je tape NoFap et tout ça, t'as des personnes qui parlent de ça. Et c'est pas que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça part dans tous les sens. Donc, pour avoir une bonne définition, c'est compliqué, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est un game. De base, moi, je connaissais juste alpha, bêta. Et quand j'ai découvert sigma, j'avoue, je comprenais pas trop. Pour moi, ça ressemblait plus à des alphas. Et encore maintenant, je trouve la nuance un peu compliquée à comprendre. Bah, écoute, je me renseignerai, on verra. Let's get back to business. Concernant tes activités, est-ce que tu en as pour t'aider à tenir dans la pratique? En général, on utilise le NoFap en le concentrant dans nos activités. Moi, mon quotidien, il change pas quand je me FAP et quand je change pas. Après, c'est vrai que ça aide peut-être plus d'énergie au quotidien pour faire les activités normales. Et ouais, je pense le sport. Le sport, ça aide. Car quand, par exemple, je rentre des cours, que je vais à la salle, puis que j'enchaîne par 2 heures de football, j'ai pas forcément le temps de me FAP. Et quand je rentre, je suis tellement fatigué que je dois aller me coucher. Donc moi je pense que le sport ça aide. En particulier ou peu importe? Non, je pense peu importe. Tant que ça prend du temps et de l'énergie, je pense que ça peut aider. Que penses-tu du site? Est-ce que tu penses qu'il aide suffisamment les membres? Est-ce que tu as des suggestions éventuellement à faire passer? Je pense qu'il est vraiment bien pour arrêter la FAP. Moi je pense que ça m'a permis un peu d'avoir ce défi entre guillemets, de voir vraiment concrètement le nombre de jours passés, les valider, lire les messages de tout le monde qui sont dans la même situation que nous. Et du coup ça peut aider en s'encourageant, etc. Juste j'ai pas trop compris, c'est le système de battle des équipes. Ça j'ai toujours pas compris. Et le classement aussi. Mais ouais, par ça je trouve que c'est un très bon site. D'accord. Et tu te vois continuer sur le site ou dans la pratique générale sur le long terme ou pas? Quand j'avais arrêté ma première session de FAP, qui était volontaire, c'était même pas un craquage, c'était juste je me souvenais plus de comment ça faisait, du coup je voulais juste retester. J'avais voulu reprendre, mais je m'étais dit que j'avais plus besoin du site, donc j'avais remercié StopFap, tous ceux qui m'avaient aidé, etc. Et j'avais quitté le site. Et en fait, je suis vite revenu sur le site, car tout seul, j'y arrivais pas. Alors maintenant, je pense que j'y arriverai. J'en suis même sûr que même sans le site, j'y arriverai. Mais je pense quand on commence, je pense que c'est important d'avoir le site, si vraiment on n'y arrive pas quand on est seul. On a un peu eu l'impression d'appartenir à, entre guillemets, une communauté, je pense que ça peut aider certains, ça aussi. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui débutent le NoFap? Peut-être de se renseigner sur les différentes méthodes qui existent. Je sais que dans mon équipe, en tout cas, il y a une méthode qui est beaucoup partagée. C'est la Easy Peasy, je crois qu'elle s'appelle. À ce qui paraît, elle marche pas mal. Mais sinon, non, le conseil surtout que je donnerais, c'est de pas lâcher. C'est peu importe le nombre de craquages, de réessayer jusqu'à réussir. Et dernière question, que penses-tu de l'aspect tabou associé à cette pratique? La masturbation ou l'abstinence? Les deux. Je pense qu'il ne devrait pas vraiment y avoir de tabou dessus. Je pense qu'on devrait plus être, entre guillemets, éduqué par rapport à ça. Au collège, par exemple, je crois que c'est vers la 6e, on a des cours d'éducation sexuelle. Enfin, 1 ou 2 dans l'année peut-être. Et même en général, la société nous dit tout le temps que la masturbation, c'est bien, c'est bénéfique et tout. Mais on nous parle jamais des mauvais côtés, comme quoi on pourrait tomber dans l'addiction ou les choses comme ça. Et que le faire c'est peut-être un peu important pour découvrir son corps, peut-être, pas forcément, mais c'est pas réellement utile. Enfin, tout le monde ne peut pas forcément trouver une utilité à la masturbation. Et tu penses que du coup ce serait plus simple si les gens s'autorisaient à demander de l'aide sans craindre d'être moqués? Je pense que ça pourrait aider certains, ceux qui sont plus gênés par rapport à à l'expression de leur sexualité. Je pense si le sujet il serait pas tabou, je pense qu'ils pourraient en parler plus facilement, par exemple à un psy. Et du coup, moi, ça pourrait aider plusieurs personnes. D'accord. Parce que, ouais, effectivement, le problème,
Quand je demande aux gens s'ils veulent témoigner, que ce soit les filles ou les garçons, il y a surtout ce problème d'anonymat en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tellement honte que on les reconnaisse, même sous couvert d'anonymat, tu vois. Et du coup, je trouve ça assez dommage parce qu'on passe à côté de plein d'expériences de vie différentes qui pourraient être bénéfiques à d'autres personnes qui seraient peut-être passées par là, quoi. Ouais, moi je trouve ça dommage de pas en parler parce que ça pourrait effectivement aider plusieurs personnes qui sont dans ce problème et que justement, vu qu'on n'en parle pas, peut-être ils se croient seuls. Peut-être ça pourrait les aider de savoir qu'ils sont pas tout seuls dans ce cas et qu'il faut en parler et que c'est comme ça en soi qu'on sort d'une addiction. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur un sujet que je n'aurais peut-être pas abordé mais que tu trouves intéressant d'aborder quand même, que ce soit avec les personnes qui vont regarder la future vidéo ou bien avec les autres personnes qui témoigneront dans le futur, je sais pas. Je pense un sujet qu'on a peut-être pas beaucoup parlé, c'est pas vraiment la FAP, mais c'est le porno. Et je pense que le porno, c'est vraiment la chose principale auquel on doit se détacher avant la FAP. Ça dérègle tout ton système dopaminergique, ton système de récompense, ça fausse la vision, enfin la réalité du sexe en soi. Ça induit des problèmes hormonaux, ça réduit par exemple la testostérone chez les hommes, puis ça crée une dépendance. Il y a des hommes qui deviennent impuissants dans la réalité à cause du porno, car ils sont trop habitués à voir des films, des mises en scène, que la réalité, qui est pourtant incroyable, c'est incroyable, deux humains qui partagent un moment, et ben ils trouvent ça un peu fade. Il y a Goodbye Porno qui lui s'est axé davantage sur tout ce qui est pornographie et puis l'impact sur le cerveau et tout ça. Je crois que maintenant il est devenu coach en pornodépendance. Je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? Si tu regardes sur YouTube, tu tapes Goodbye Porno. Il était sur le site avant, en 2019. Justement, quand je cherchais des témoignages de personnes qui souhaitaient donner cours à leur histoire, il a participé dans le tout premier témoignage. Et puis ensuite, il est devenu modérateur avec nous. Et puis ensuite, il s'est un peu spécialisé sur la pornodépendance. Et maintenant, il aide plusieurs centaines d'hommes et parfois de femmes en coaching personnel, quoi. Donc si jamais ça t'intéresse. Ouais, faudrait que j'aille voir, Ça pourrait être intéressant. Après, ouais, je pense qu'il y a une banalisation de la pornographie. En tout cas, surtout en France ou par exemple en Amérique. Les sites porno, ils ont été trop banalisés, trop faciles d'accès pour la jeunesse en tout cas. Je sais que dès le début du collège maintenant, voire même la primaire pour certains, on peut voir facilement du porno et s'habituer à ça, alors qu'en soi c'est pas normal de regarder ce genre de choses. Moi quand j'étais en primaire, je me souviens, j'avais déjà des potes qui regardaient ce genre de vidéos. Et moi à l'époque, ouais, ça m'avait un peu offusqué. Les parents devraient normalement être capables de protéger l'innocence des enfants, parce que bon, c'est pas normal du tout de se trouver dans ces cas de figure-là. À 9 ans, tu te préoccupes pas normalement de la sexualité ni quoi que ce soit, quoi. C'est chaud. Après, je pense que c'est compliqué quand même de réguler, parce que même si par exemple on interdit les écrans à ses enfants, voire on met un contrôle parental, etc., il suffit qu'on ait un ami qui regarde cette chose et qui nous la présente. À partir de ce moment-là, on est déjà un peu tombé dedans. C'est clair, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus de discussions sérieuses concernant les hormones, les hormones qui trépignent, la prépuberté, la puberté. Comme moi j'ai été pubère très très tôt, j'ai jamais eu de discussion avec mes parents concernant les envies sexuelles, la protection, enfin à part à partir de 15 ans, oui, protège-toi et basta, quoi. Enfin, j'ai jamais entendu parler de MST ni quoi que ce soit en détail, quoi. Alors que je trouve que c'est quand même nécessaire d'en parler. Pour les MST, je crois qu'on commence à en parler en 6e. Ah, maintenant, ouais. Dans les écoles, ouais, il y a des cours d'éducation sexuelle. Mais ouais, c'est vrai qu'avant, il n'y en avait pas. Moi aussi, j'étais précoce, entre guillemets, très tôt. Donc j'ai très vite été dans ma phase de puberté.
J'ai grandi plus vite que tout le monde, j'ai eu des poils plus vite que tout le monde, etc. Mais du coup aussi dans l'aspect sexuel. Et du coup j'ai eu tôt des envies, mais en réalité si j'aurais pu, parce qu'à l'époque en vrai je voulais mais je pouvais pas, si j'aurais pu je pense que je l'aurais fait très tôt, mais j'étais pas du tout éduqué sur le sujet. C'est déjà une bonne chose qu'ils prennent dès la sixième parce que quand j'étais à l'école et tout ça, mon premier cours d'éducation sexuelle c'était en classe de quatrième quoi. Et encore c'était l'anatomie féminine, masculine, comment mettre un préservatif et puis ça s'arrêtait là quoi. Après t'avais un documentaire sur un accouchement et puis voilà, c'était ça à l'époque. Moi c'était pareil, hein. Ça allait pas plus loin. Juste la petite nuance qu'il y avait, je crois qu'on énumérait vite fait les maladies sexuellement transmissibles. Mais à part ça, ouais, c'était tout. C'est dommage hein, parce que vraiment ça mérite tellement qu'on s'y attarde parce qu'on on se met à des risques inconsidérés parfois. Hein. Ah mais oui, c'est honteux. Des fois, il y a... Par exemple, je prends l'exemple des hentai. S'il y a une petite fille qui tombe sur un hentai, on va dire un exemple d'une princesse Disney, elle tombe dessus alors qu'elle est très jeune, ben, elle ne va pas comprendre et elle va peut-être prendre des risques entre guillemets parce qu'on lui a jamais parlé de ça et tout. Puis le porno il est facile d'accès, donc peut-être ça va la choquer aussi. Et peut-être sa sexualité elle va la commencer très jeune, trop jeune même. Et vu qu'on n'est pas éduqué assez tôt, bah, ça pourrait être dangereux. Moi, j'ai ma fille là qui a 2 ans. Là, c'est facile de gérer sur quoi elle tombe lorsqu'on regarde des films, etc. Donc on fait encore super gaffe, mais je pense qu'en grandissant, étant donné que moi j'ai eu la puberté très tôt, si je vois qu'elle prend le même chemin, j'essaierai de la briefer au maximum pour pas qu'elle prenne de risques pour rien, quoi. Pareil si j'ai un fils. C'est un peu notre rôle de, je vais pas dire préserver, mais de protéger les générations suivantes, quoi. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est aux parents en premier lieu de peut-être briser ce tabou et d'en parler, quitte à ce que ça soit très jeune, au moins de mettre en garde ou de justement faciliter l'accès à la communication euh, de sorte à ce que quand l'enfant commence à s'y intéresser, puisse venir parler aux parents pour qu'ils lui expliquent et pour qu'il la protège, le protège.